Alors bonjour Monsieur Coppola, déjà je tiens à vous remercier de nous accorder un petit peu de votre temps. Il n'y a pas de problème, quand il faut parler voiture ancienne, il n'y a pas de souci, on Voilà, est là, et surtout de la passion. Surtout de votre passion. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ceci, d'où vous vient justement cette passion? Cette passion remonte quand j'étais très très jeune. J'ai eu la chance de voir des gens qui roulaient à l'époque, dans les années 55, 57, avec André Simon, des personnages de l'époque qui roulaient en Formule 1. Et puis après, moi je me suis lancé dans le ski, et le ski de descente, et après par la suite, automatiquement à l'automobile, parce que j'étais passionné de la glisse, de la neige, et c'était l'époque des Simca 1000 et puis R8 Gordini. Et donc quand j'ai pu m'en acheter une, voilà, on passait nos nuits dans les montagnes, à l'époque où il n'y avait personne, sur la neige pour faire de la glisse, pour apprendre à piloter. Pour vous entraîner. Pour s'entraîner, et puis donc la passion après a continué. J'ai pu acheter ma première Alpine en 72 ou 73, je crois. Et on a commencé à continuer à rouler, et après les premières courses sont arrivées en 77. 77, on a commencé à faire des courses de côte jusqu'à 79, et là on a acheté une nouvelle Alpine, et après on est parti pour faire du rallye. Très bien, une chose en entraînant une autre, Voilà. vous vous retrouvez Voilà. maintenant. Un sacré virage d'ailleurs, hein. Partir du ski pour se retrouver à faire des rallyes Monte Carlo. Oui, mais ce qui permet, un bon skieur est toujours, pratiquement un bon pilote, parce qu'on a un sens des trajectoires qui est, si on est bon en ski, on est bon en automobile. Il n'y a qu'à voir, il y a des exemples, hein, on ne parle pas de Luc Alphand ou autres, qui ont marqué leur temps en ski et en automobile aussi. J'ai grandi du coup avec ces figures emblématiques qui étaient dans le sport automobile. Cette passion est née quand vous étiez enfant, adolescent Tout à fait, quand j'étais enfant, j'avais la passion des moteurs et de l'automobile. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même des très très belles automobiles qui étaient complètement différentes de celles de maintenant. Les formes étaient, voilà ce qu'elles sont. C'est des beaux, magnifiques modèles qu'on n'a plus maintenant. Enfin, encore que. Ça dépend des voitures. Ça dépend. Hein, l'Alpine quand même est indémodable. Oui, l'Alpine c'est mythique, c'est une histoire fantastique par rapport à un artisan qui a réussi à faire une voiture extraordinaire et qui en plus, qui plus est, a eu des pilotes fantastiques et a été champion du monde en 73 avec une toute petite voiture. Et ce magnifique parcours qui est le vôtre, vous l'avez débuté au volant justement de cette même Alpine ou vous aviez commencé sur un plus petit gabarit Non, j'ai commencé, pour courir officiellement, j'ai commencé sur Alpine. Sur Alpine. Ouais. Bon, c'était une Alpine qui était dépassée puisque ça évoluait tous les ans. Mais on a quand même fait des petits résultats qui étaient encourageants la première année. Donc après, on a pu faire un vrai moteur, préparer la voiture, et on a commencé à faire des saisons de course de côte. Et là où je gagnais la classe, des fois le groupe quand il n'y avait pas les grosses Porsche, ce qui me permettait à l'époque de financer la course suivante, puisque quand on gagnait, on avait un petit chèque qui compensait le déplacement, qui permettait de s'engager à la course d'après. Mais on était obligé, moi j'étais obligé de gagner pour pouvoir courir. Bien entendu. Voilà. Des débuts prometteurs et du coup une longue histoire de fidélité avec Alpine. Oui, absolument, parce que bon, Alpine a été... L'homologation des Alpines s'est terminée en 2001, 2002. Non, qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. 81, 1981, 1982, je vois pas les décennies passer. Oui, et donc 82, elles n'étaient plus homologuées, il fallait partir sur autre chose, changer de voiture. C'est là que j'ai acheté une Opel, et on a roulé en Opel pendant 2 ans. Et puis après, c'est passé un autre groupe qui s'appelle le Groupe A, et là c'était beaucoup plus onéreux, et donc on ne pouvait pas suivre en tant qu'amateur, c'était pas possible. Et puis il y avait encore les chèques à la fin qui permettaient une petite compensation. Oui, mais là c'était un autre monde. Ah, c'était un autre monde. On n'avait pas les moyens de suivre au niveau équipement, pneumatique et tout ça. Donc j'ai préféré vendre tout le matériel. Et puis on a mis tout ça
dans un petit tiroir. Et après, s'est ressorti. La passion était toujours là, puisque j'ai fait du 4x4, des choses comme ça. Et pour les 18 ans de mon fils, on suivait un petit peu les voitures comme ça. Puis je lui ai dit, ben, écoute, qu'est-ce qui te plairait? C'est faire un grand voyage, d'avoir une belle montre, un souvenir, ou de faire un Monte-Carlo historique, par exemple, puisque c'était en 98, ils l'ont ressorti, hein, et ouais, en 99 pour les 18 ans de mon garçon. Et donc on a cherché une voiture, c'était pas facile, parce que les berlinettes étaient déjà chères, et la 310, ben, j'ai eu la chance, elle était à côté de chez moi, donc on a acheté cette voiture, on est parti comme elle était, et on s'est fait énormément plaisir. C'était une très bonne expérience pour lui comme pour moi, puisque le père et le fils, on était les premiers à s'engager avec en tandem sur Oui. le Monte-Carlo. Voilà. Ouais. Et est-ce que vous aviez eu l'occasion de courir justement dans cette Alpine, cette fameuse Alpine, avec votre fils? Oui, on a fait 3 Monte-Carlo, 2000, 99, 2000 et 2001. Et en 2001, on a gagné la classe. Il y avait beaucoup de neige, donc ça nous a permis de tirer notre épingle du jeu, parce qu'à l'époque, la régularité pour nous, c'était... on ne connaissait pas. Y a-t-il un souvenir parmi d'autres qui sort son épingle du jeu? Alors, oui, absolument. Le souvenir qui est le plus marquant qui est le pour fil vous? conducteur de l'histoire par rapport au Monte-Carlo historique, c'est le Monte-Carlo 81, 1981, où il y avait énormément de neige. Et nous, on est avec notre petite berlinette 1600 SC, groupe 3, on était dans le top 20. Il y avait énormément de neige. Et donc, c'était des moments magiques. Malheureusement, on n'a pas fini. On est resté planté sur un tas de neige en pleine nuit, à 2 h du matin. Il n'y avait pas un spectateur, comme par hasard. Et donc, on a mis plus de 30 minutes pour se dégager. Et la mise hors course, c'était 30 minutes. Ouf, donc, tout le monde pleurait, l'assistance, tout le monde était en larmes. Bon, voilà, c'est un bon et mauvais souvenir. Mais c'est quand même ce qui reste. C'est quand même cette ambiance extraordinaire du Monte-Carlo de l'époque. Et à ce moment-là, vous n'aviez pas un éventuel concurrent qui est passé à ce moment-là pour vous donner un coup de main? Non, parce qu'à l'époque, bon, c'était vraiment une bagarre très serrée, très avec le groupe des 20 où on était. Enfin, je ne parle pas des voitures d'usine. Il y en avait 15 voitures d'usine, puis après, il y avait des amateurs qui étaient des gars qui sont quand même chevronnés et qui roulaient. Hein. Et donc, comme j'étais au milieu de la route, presque, il y avait juste un petit engagement, et ben, ils s'appuyaient sur moi. Et puis il forçait le passage, et il n'y en a pas un qui s'est arrêté. Alors, après votre plus beau souvenir, parlons donc de votre plus belle performance. La performance qui a fait un peu ce que vous êtes aujourd'hui, votre renommée, votre nom. Quelle est-elle? Alors les performances, c'est surtout sur la longévité, où on a fait déjà 19 Monte-Carlo historiques, toujours à l'arrivée. Et le souvenir, évidemment, c'est 2012 et 2013, où on a fait deuxième 2 fois. Une fois à 2 secondes et une fois à 9 secondes. Donc c'était plutôt rageant, mais bon, c'était le jeu. Et sur 2500 km, t'es à 2 secondes, bon, on voit la difficulté de l'épreuve. J'avais un copilote qui était au top, c'était Olivier Sussot. On n'avait pas trop d'électronique encore à l'époque. Donc c'était encore tout le calcul de tête que faisait Olivier, qui était très bon. Voilà. Et qui vous a permis justement d'en arriver à... Absolument, parce que le pilote c'est une chose, la voiture c'est une chose, mais sur un Monte-Carlo historique, le plus compliqué c'est le travail du copilote. Et du coup on vous retrouvera sur le prochain Monte-Carlo, j'imagine, puisque vous voudrez décrocher cette fameuse première place. Eh ben oui, c'est la dernière marche, c'est toujours la plus dure à grimper. Mais bon, on a bon espoir, et puis surtout l'essentiel, c'est de pouvoir participer et de partager avec tous les passionnés, et puis toute la communauté qui nous suit depuis des années et des années. Et vous courrez sur l'Alpine à ce moment-là? Oui, absolument, oui. Ah bah oui. Fidèle. Ah bah oui, on va regarder celle-là, parce qu'elle est trop magique, c'est une voiture extraordinaire. C'est le cas de le dire. Elle est déjà magnifique.
Oui, et c'est une auto qui a un passé glorieux, puisque c'est Jean-Luc Terrier qui l'a piloté en 70 et il a gagné le rallye de San Remo en Italie. Avec. Donc la voiture a eu plein d'aventures. Elle était en Grèce, après elle est revenue en France, elle a eu plein d'aventures, des mésaventures aussi. Et moi j'ai eu la chance de pouvoir la racheter, mais elle n'était pas dans cette configuration mécanique, donc il a fallu tout changer, sauf la carrosserie que je n'ai pas eu le temps de faire. Mais pour finir, elle n'est pas comme d'origine, mais elle plaît énormément dans cette livrée rouge qui fait plaisir à tout le monde. Quel est l'intérêt pour vous d'un rassemblement de véhicules de collection, de véhicules historiques? Alors ça, c'est une vaste question qui permet justement de faire le lien entre moi, 71 ans, et vous. Nous sommes là pour prendre la relève. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et moi, c'est surtout ça qui me passionne, c'est de pouvoir partager et de faire découvrir aux jeunes le monde comme il était, le monde automobile comme il était auparavant. Du coup, aurons-nous l'occasion de vous rencontrer, de vous voir lors de ce rassemblement de véhicules historiques qui aura lieu le 7 avril? Bien sûr, je serai sur place, évidemment. Je vais quand même participer et puis rencontrer d'autres passionnés et puis pouvoir profiter de cette journée. Et passer le flambeau, vous viendrez avec votre mythique Alpine à ce moment-là? Ouais, absolument. Absolument. Pour en revenir du coup à ce fameux rallye de Monte-Carlo, c'est vrai qu'on a souvent notamment des problèmes de batterie puisque ce fameux rallye se déroule en période hivernale. Chez vous, est-ce que vous avez un secret qui fait la différence, qui vous permet justement de sortir un peu vainqueur de cette épreuve? Oui, enfin un secret, c'est pas un secret puisque c'est connu dans le monde entier maintenant. Le souci qu'on avait, on a gagné beaucoup de poids dans les véhicules d'assistance, parce qu'avant j'emmenais toujours dans les véhicules d'assistance 1, 2, voire 3 batteries par véhicule. Ah oui. Parce que on avait souvent des soucis avec les batteries classiques. Et là, depuis qu'on utilise les fameuses batteries Banner, eh ben, on fait tout le rallye, on n'a même pas besoin de couper la lumière, on laisse la lumière toute la nuit et ça marche. Donc c'est plus pratique, voilà, plus besoin de se balader avec 3 batteries, elles ne se déchargent plus, il n'y a plus de problème. C'est vraiment une qualité top, quoi. Et c'est ce qu'on recherche, nous, puisqu'on roule beaucoup de nuit. Oui. Avec tous les instruments, avec les longues portées, les antibrouillards, le pare-brise chauffant, les essuie-glaces, le chauffage, etc. Sur une voiture qui est de 1970, bah, il faut... Ouais, c'est faut très qu'il soit courageux, l'alternateur derrière. Non mais bon, on a des alternateurs qui vont beaucoup mieux qu'à l'époque, donc ça permet de compenser tout ça. D'accord, très bien.